Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Béatitude reçoit Jean-Christophe Bénas. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Christophe, vous êtes praticien en maïeusthésie et en constellation familiale. Alors, Mhm, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, on s'est déjà rencontrés, mais il y a déjà quelques années, je crois que c'était en 2016, 2015-2016, mhm, pour effectivement une interview sur l'intérêt des constellations familiales. C'était mhm. très intéressant. Mais aujourd'hui, vous allez nous parler de maïeusthésie. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, mais on va quand même rentrer dans le vif du sujet, je voudrais que vous nous racontiez un petit peu ce que veut dire ce terme maïeusthésie. Qu'est-ce que ça raconte? Oui, alors maïesthésie, ça a été créé, c'est un néologisme qui a été créé par Thierry Tournebise, le fondateur de la maïesthésie, qui avait une façon de travailler qui était vraiment spécifique, qui marchait magnifiquement bien. Et les gens, dans les années 2000, commençaient à parler de méthode Tournebise. Et Thierry, je suis très épaté par cet homme, a une très grande humilité, une très grande intelligence aussi, du cœur et de la tête. Et ça lui convenait pas du tout, méthode Tournebise. Donc, il a forgé ce mot maïesthésie, qui vient de maïotique. Donc, c'est Platon qui parle de Socrate, l'art d'accoucher de soi-même. Esthésie, sensibilité, anesthésie, esthétique, sensibilité au bout. Donc, c'est sensibilité à tous les êtres en attente d'émergence au monde qu'on est en train de porter. Et le fait qu'on n'en soit pas conscient, qu'ils sont en attente d'émergence, fait qu'on a les comportements parfois un peu enquiquinants pour lesquels on vient consulter. Donc, maïesthésie, sensibilité à tous les êtres de soi en attente d'émergence au monde. Voilà. Et donc, la définition est très claire. Et je trouve que sur votre site, vous utilisez une métaphore qui est encore plus explicite. C'est la métaphore Oui, de la femme enceinte. Alors, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, cette métaphore de la femme enceinte? Parce que je pense que tout le monde aura compris ce que c'est que la maïeusthésie avec cette métaphore. oui, oui. Ben voilà, donc une femme enceinte, elle a un beau symptôme, un ventre un peu imposant. Et supposons que, et nous, ça nous réjouit, évidemment, mais supposons qu'un alien qui ne sait pas du tout comment ça marche chez nous arrive en ce monde doté de peut-être grands pouvoirs, enfin peu importe, et il voit cette femme enceinte et lui dit, mais dites donc, ma chérie, ouh là là, si je compare à tous les autres, ça a l'air bien grave ce que tu as, viens que je tente de résoudre ton symptôme. Et c'est la posture que j'avais, moi, avant de rencontrer l'anesthésie, c'est la posture que il me semble, beaucoup de thérapeutes, c'est nous sommes centrés sur le symptôme dans l'intention de le résoudre. Alors que si on retourne vers cette image, cette femme enceinte, nous, on sait comment ça marche. Donc nous, on est en pleine réjouissance parce qu'on sait que le symptôme n'est que la manifestation d'un être en attente d'émergence au monde. Et quand cet être vient au monde, bah déjà, on a plein de réjouissances. Et la maïesthésie, la réjouissance est complètement fondamentale. Et tout simplement, le symptôme a disparu. Son gros ventre n'est évidemment plus là. Et donc, c'est la vision complètement différente de la maïesthésie. C'est que les symptômes ne sont que des manifestations d'être de soi qui ont dû sortir de la conscience et qui appellent à travers le symptôme. Donc, le symptôme est à écouter avec, non pas aller revivre le symptôme, non pas repasser en mode cathartique de la difficulté de ce qui s'est passé, mais aller enfin rencontrer l'être qui a vécu des choses souvent difficiles ou très difficiles, et cet être-là est en train d'appeler à travers le symptôme. Et quand il vient au monde, le symptôme n'a plus besoin d'être là. Ça a l'air merveilleux quand on vous écoute comme Merci, approche, hein, vraiment. merci. Alors c'est ça qui est très étonnant dans la maïesthésie, c'est que il est possible que pour certains symptômes, une seule séance suffise, et ça m'est régulièrement arrivé. Puis évidemment qu'humain trop humain, on a régulièrement aussi besoin de plusieurs séances, mais on n'est pas. C'est des postures très complémentaires d'une thérapie classique où on se voit toutes les semaines, souvent sur une durée un peu courte de trois quarts d'heure. Nous, c'est 1 heure, trois quarts, 2 heures, et où le processus du transfert produit un effet qui est tout à fait pertinent, tout à fait efficace aussi. Et nous, en maïesthésie, on part d'un symptôme, et souvent, on va, à travers notre visée à nous, qui est de regarder l'être, on va au cœur du cœur, et de façon très complémentaire. Quelquefois, s'il y a des personnes pour qui c'est pertinent d'avoir les deux formes d'accompagnement, de façon très complémentaire, la maïesthésie va au cœur. Et je peux parler, par exemple, d'un exemple, une jeune femme qui avait eu la grande douleur d'avoir subi un viol 2 ans avant, et ça faisait 2 ans que les thérapeutes, avec la meilleure bonne intention du monde, finalement, étaient centrés sur son symptôme, sur le fait que ça n'allait pas, et essayaient d'enlever le symptôme. Et pour cela, la vision classique que j'avais avant de rencontrer la maïesthésie, est d'aller
plus ou moins raconter la chose, plus ou moins le revivre. Et donc la pauvre, en train de revivre ça, ça allait de mal en pis. Il a suffi d'une seule séance pour que nous allions rencontrer celle qu'elle était au moment où ça s'est passé, surtout sans rien raconter, surtout sans rien revivre, c'est suffisamment douloureux que ça se soit passé, et que les deux êtres, celle de maintenant et celle de 2 ans avant, trouvent à se rencontrer, restant une plénitude de la psyché, et la psyché dans sa plénitude fonctionne naturellement bien. Et il y a des fois où la maïeusthésie, en une seule séance, ça suffit, plus régulièrement, c'est quand même un peu plus. Hmm. En tout cas, et ça semble cohérent quand on vous écoute. De ne pas se laisser enfermer dans le symptôme. Non, mais c'est vrai, de ne pas se laisser enfermer dans le symptôme et dans l'atrocité qu'on a pu vivre, et au Oui, contraire, d'aller se réconcilier avec cet être qu'on était à ce moment-là, quoi. Voilà, tout à fait. ça paraît plus cohérent. Alors, Mhm. quand on parle de symptômes, Ouais. c'est symptômes physiques, c'est une douleur, ou c'est symptômes émotionnels, psychologiques, ou c'est un peu tout. Mhm. Alors, symptômes, c'est vraiment tous les types de symptômes. On peut dire que c'est les comportements, les douleurs physiques, psychologiques qui nous enquiquinent et souvent qui sont récurrents. Alors, il y a une chose qui est très intéressante, c'est l'étymologie de symptômes. Alors, c'est soum qui veut dire avec et tomber. Là, sur le coup, ça m'échappe l'étymologie grecque. Ça veut dire tomber ensemble. Alors, si on va dans, peut-être je peux faire un petit schéma. Je suis, voilà, par exemple, j'ai 6 ans, je subis quelque chose qui m'est insoutenable. Et ce quelque chose d'insoutenable, ce qui compte, c'est pas les faits, c'est comment je le ressens. C'est peut-être maman qui me tourne le dos ou un abus sexuel. Ce qui compte, c'est comment je le ressens. Donc c'est insoutenable. Une part de moi va se cliver, sortir de ma conscience pour que ne pas être débordé. Et je continue à grandir. Et puis il y a cette autre part qui me manque. Et donc tout l'enjeu va être un jour, il y a assez de maturité pour que là-haut on se dise inconsciemment, ce serait bien de récupérer cet être de moi qui me manque. Inconsciemment, on ne le dit pas avec ces mots-là. Sauf que quand j'essaye d'y aller, ah oui, je suis allé trop vite. Et qu'est-ce qui fait que je me dis ça? C'est que cet être-là qui est sorti de ma conscience va émettre le symptôme. Donc le symptôme dans la vision de la maïesthésie n'est pas du tout une résurgence, une récurrence de l'horreur, du trauma, sur lequel, ah pauvre de moi, ça me retombe dessus et je suis un peu impuissant. Non, c'est quelque chose qui est inconscient, mais volontaire, envoyé par l'être qui a été clivé dans une intention de retrouvailles. Et donc le symptôme veut dire tomber ensemble, c'est-à-dire qu'il y a moi, il y a cet autre-là, et nous tombons ensemble dans un appel pour des retrouvailles. Donc le symptôme pointe vers un être de soi, en Hmm. attente, si on reprend l'image de la femme enceinte, en attente d'émergence au monde. Ah ouais, Et ça peut être incroyable. toute forme de symptômes. Très, très souvent, c'est récurrent, parce que quand quelque chose en kikinant arrive une fois, ben, Hmm. évidemment qu'on sait faire. Mais quand on finit par se sentir impuissant face à quelque chose qui revient sans arrêt et qui est douloureux en général, bon, et ben là, c'est dans notre vision, c'est l'appel d'un être. Hmm. Ok. Alors Et, concrètement, oui, allez-y. et ça nous amène sur, en gros, il y a 3 formes de psychologie. La psychopatho, qui est ce que j'ai fait, ce que font beaucoup d'accompagnants, qui est, on va regarder le pathos, on va regarder le symptôme pour tenter de l'éliminer. Hmm. Après, la psychologie des ressources, où on va déployer ce qui va bien pour que ça prenne de tellement d'ampleur que le difficile prenne moins de place. Mais dans les deux cas, on reste plus ou moins focalisé sur ce qui ne va pas. Alors que nous, en maïesthésie, on change d'axe et on va rencontrer l'être. Et donc, on est en psychologie de la pertinence, c'est-à-dire qu'au lieu que le symptôme soit éradiqué, il est profondément pertinent parce qu'il est envoyé par quelqu'un en attente de retrouvailles. Hmm. Et le second élément, c'est la réjouissance. Non, ça c'est le troisième. Bon, bref, le second élément, c'est justement la distinction entre être et fait. Mais là, je m'avance peut-être un peu trop. Vous allez poser une question. Oui, alors après, on pourra revenir effectivement sur ces quatre piliers, hein, dont vous étiez en Ouais, train de parler. Ce que je voulais savoir avant, c'est comment concrètement se passe une séance de maïesthésie, c'est-à-dire ah comment oui. vous intervenez, qu'est-ce qui Mm. se passe en fait avec le consultant ou la consultante? Oui, alors ce qui se passe, c'est que c'est des séances qui durent entre 1 heure et demie et 2 heures. Et c'est une durée que je trouve très sympa parce que pour avoir moi-même expérimenté, puisque si je suis là, c'est que j'avais de quoi travailler sur moi, les autres façons de faire qui, comme je l'ai dit au début, sont aussi très pertinentes parfois. Le fait d'arrêter aux 3 quarts d'heure, 1 heure, souvent on arrête, boum, presque au moment où ça y est, on Quelque commence à chose y aller. émerge, Ouais. c'est vrai. Alors qu'en anesthésie, on a toujours le temps d'aller au bout. S'il faut, on dure un quart d'heure ou une demi-heure de plus, mais ça doit arriver une fois tous les 2 ans. Et c'est la personne, la psyché de la personne, ça y est, ça suffit. Quelque chose a eu le temps de s'accomplir. Donc ça, c'est la première chose, c'est la durée.
Et la seconde chose, c'est que c'est verbal, donc on n'a aucun toucher corporel, mais c'est verbal, mais on va dans des profondeurs absolument magnifiques. Alors, à propos du corps, et puis je reviendrai sur comment se passe une séance, il me vient une anecdote, enfin une anecdote, quelque chose qui s'est passé avec une femme qui, depuis un accouchement 20 ans avant, avait des soucis gynécologiques. En kikinant, elle avait vraiment tout essayé. Et malgré qu'elle essaye tout, et ben, ça continuait à... C'était pas grave, mais vraiment kikinant. Et là, dans la séance, son accouchement s'était vraiment mal passé. Elle était en hémorragie grave et elle est sortie de son corps. Et donc, elle voyait comment tout le monde s'affolait parce qu'elle était clairement en train de mourir. Et elle, en revanche, c'était la paix absolue. Je me sens super bien. Mon mari est un mec super, il va s'occuper super bien de l'enfant. Moi où je suis, je les bénirai, ça va super bien. Donc évidemment, si elle en parle, c'est qu'elle est revenue. Mais d'un seul coup, l'accompagnant, c'est Thierry Tournevis qui raconte cette anecdote, c'est lui, l'accompagnant, dit à cette femme, mais et votre corps? Comment c'est pour le corps? Le corps, non pas comme un machin psychosomatique aux ordres, mais le corps comme un être qui a sa vie, ses perceptions propres. Et le corps, enfin, on lui donne la parole, alors que depuis 20 ans, on essayait d'aller contre lui. Et le corps, il dit, l'horreur, c'est pas d'être en train de mourir, c'est d'être en train de mourir seul, abandonné par mon esprit qui m'a quitté en avance. Et Hmm. c'était ça. Oh là Et là. enfin, ouais, c'est toujours, hein, et Hmm. d'entendre enfin le corps pouvoir dire à quel point c'était insoutenable pour lui de mourir seul, il y a quelque chose de très profond qui s'est passé, qui s'est réorganisé. Et dans le mois qui a suivi, cette femme n'avait plus son souci gynécologique. Donc, on raconte toujours les fois où ça s'est passé de façon magnifique. Je le redis, il y a des fois où il y a besoin de plusieurs séances, évidemment, ainsi va la vie. Mais c'est aussi ça qui se passe. Et, pris dans l'élan, j'ai oublié quelle était la question, de quoi on parlait. Ah oui, moi aussi, du coup, je suis complètement prise. Donc oui, comment se passe concrètement une séance de maïeusthésie, en fait, c'était Oui, ça. comment ça se passe concrètement? Et donc, ce qui se passe concrètement, c'est un très très bon lien d'avoir parlé du corps, c'est que qu'est-ce qui permet à l'accompagnant d'avoir cette proposition que Thierry, puisque c'était Thierry, a eue? C'est évidemment un petit peu de savoir, et nous on appelle ça plutôt un savoir archétypal, parce qu'on est vraiment clairement, nous, en non-savoir sur c'est la personne qui sait où il s'agit d'aller. Et nous, on a quelques savoirs archétypaux pour orienter nos questions, nos interventions. Mhm. Et qu'est-ce qui permet? C'est une posture absolument essentielle sans laquelle il ne se passe rien. C'est que moi, accompagnant, je suis déjà en connexion avec tous les êtres émergents en attente de venir au monde. Donc, dès qu'il y a un être qui passe, oh, tiens, tiens, je t'ai vu, toi, tiens, viens ici, et puis je te présenterai ou pas, parce qu'évidemment, quelquefois, on peut être emmené ailleurs, et puis ça devient plus pertinent de le proposer. Donc, nous avons une attention, mais vraiment du cœur, un peu intellectuelle, quand même, c'est quelque chose qui tourne dans la tête, mais c'est une attention du cœur. Dès qu'un être apparaît, moi, je suis en connexion avec cet être. Et si Hmm. je reprends mon image tout à l'heure, l'enfant qui a 6 ans, il y a quelque chose qui se passe et il est éjecté, dès que la personne me parle, si elle s'en rappelle, du fait que, pendant un premier temps, si elle s'en rappelle, évidemment que si elle s'en rappelle pas, j'ai fait, sinon ça aurait, l'anesthésie pourrait plus marcher. Supposons que la personne s'en rappelle, dès qu'elle me le cite, cet être-là, il est dans mon cœur. Et c'est parce que moi, je suis attentionné à cet être qui vient d'émerger que je rends possible la personne qui vient me voir a subi des choses compliquées, il a fallu tout fermer. Et le simple fait de tenter d'aller vers cet être-là, ça risque de tout réactiver la douleur. Et donc, ça reste fermé. Sauf Hmm. qu'il y a un être, l'accompagnant, qui, lui, est en réjouissance de rencontrer celui-là. Et donc, c'est très essentiel que moi, accompagnant, je trouve cet espace-là de réjouissance. Et dans ce cas-là, cet être-là est enfin rencontré, et celui-là qui a subi l'horreur, il se dit, ah, très inconsciemment, il se dit, tiens, ah, tiens, c'est un espace où il peut y avoir de la réjouissance. Tiens, alors je peux y aller. Et alors, il peut s'opérer la rencontre qui va restaurer la plénitude de la psyché. Ok. En fait, Et vous êtes donc, un petit peu, faites le lien. c'est ce point essentiel, c'est verbal. Mon rôle, j'ai envie de dire un peu intellectuel, c'est d'identifier les êtres, c'est un peu intellectuel, mais le Mhm. rôle le plus essentiel et profond, c'est dès qu'un être est identifié, je trouve un espace de connexion à cet être et donc je le rends fréquentable par la personne qui est venue. Donc, vous Et parliez c'est ça justement qui est fort. vous parliez de réjouissance, hein, c'est essentiel la Oui, réjouissance. Donc ça, c'est un des quatre piliers de la maïeusthésie. oui, Alors, il y a cette réjouissance de se reconnecter avec cet autre de moi, en fait, hein, cet autre être. oui, Euh, alors, il y en a d'autres, hein, il y a trois autres piliers. Il y a oui. la pertinence, c'est ça? Voilà, qui serait le premier?
Oui, Thierry a appelé l'homélesthésie psychologie de la pertinence. Et le second, c'est, euh, alors ça, un terme un peu technique, c'est distinguer être et fait, c'est faire passer les êtres avant les infos, en ce sens que si quelqu'un me raconte une horreur et que je regarde l'horreur, je vais ouais. avoir une tête qui va avec, oulala, je regarde une horreur. Et je vais intervenir, oulala, ça a l'air grave. Et on va se laisser enfoncer par la gravité. Alors que si je suis très vigilant à mettre mon attention sur l'être qui a vécu ça, un être, il est toujours inestimable. Et donc, dès que je mets mon attention sur l'être, il y a quelque chose en moi qui peut s'ouvrir à l'être, alors que si je mets mon attention sur les faits qui ont été vécus, je dois faire mon, parce que ça risque d'être Mhm. trop difficile. Et la personne est fermée à ce qui s'est passé, et elle a bien raison, c'est trop difficile. Et notre intention est d'accompagner la réouverture vers l'être. Donc, le second pilier, c'est distinction entre l'être et les Mhm. faits vécus, parce que c'est la seule façon de pouvoir entrer en connexion avec l'être. Donc, s'il y a moi, il y a l'être que j'étais qui a vécu des choses difficiles, si je tente d'aller vers cet être, autour de l'être, il y a toute l'horreur de tout ce qui a été vécu, c'est trop difficile, je repars. Et là, dans l'histoire de ma vie, on va dégager l'être des faits. Et là, c'est l'axe où moi-même j'étais, où il y a beaucoup de thérapeutes qui le sont, où il s'agit d'aller regarder les faits. Et on est dans la douleur. Et c'est un axe qui doit un jour être coupé, mais qui ne peut être coupé que si j'ai restauré un état communicant avec l'être que j'étais. Et donc la distinction être et fait vient de la pertinence, parce que je vais regarder l'être plutôt que les faits. Et parce que je regarde l'être et non plus les faits, au lieu d'être affecté par l'horreur, j'entre en réjouissance, qui est le troisième pilier, j'entre en Mhm. réjouissance de la rencontre avec l'être. Et c'est la réjouissance du thérapeute qui va permettre à l'accompagné de s'ouvrir à ces êtres, et ce faisant, d'entrer en reconnexion, de restaurer la plénitude de sa psyché. Et donc, on est ensuite dans ce quatrième pilier que vous avez appelé le non-savoir et le guidage non directif. Oui, alors C'est ça? guidage en directif, le quatrième pilier, il est un peu plus technique, Ouais. en ce sens que c'est un peu plus ce qui se passe dans une séance. Et en même temps, ça dit tellement tout de la posture du thérapeute, et c'est ça qui, en même temps, accompagne seconde après seconde ce qui se passe. Le guidage non directif, c'est comme si je suis l'accompagnant, donc je suis dans la voiture, c'est un petit peu moi qui saurait, entre guillemets, un petit peu, peut-être un peu mieux, comment conduire la voiture, mais j'arrête pas de demander, mais là, c'est par où, mais là, c'est par où, mais là, c'est par où. Je suis en guidage non directif, c'est l'accompagné qui sait, sans savoir où il s'agit d'aller, et il me dit, ah, on Mhm. va à droite, ah, bon, on va à droite, ah bah non, on va à gauche, ah bah non, on va à gauche. Et donc, notre enjeu à nous est d'être en total guidage non directif. Alors, l'analogie que je viens de dire d'une voiture est un peu fausse, parce qu'en réalité, moi, au plus profond de moi, je suis déjà en connexion avec ceux qui appellent dans la psyché de la personne, on peut dire dans l'âme, dans un vocabulaire plus religieux. Ce qui appelle la psyché de la personne, je suis déjà en connexion avec ceux qui Mhm. appellent. Et je me laisse guider jusqu'au jour où la personne me dit on va en arrière. Éventuellement, je dirais ok, on va en arrière, mais je n'oublierai pas de proposer de revenir vers Ouais. ceux qui appellent. Et donc, c'est toujours un état de connexion profonde dans le cœur. Et ça rejoint l'autre point, le non-savoir, c'est-à-dire que j'arrête tout savoir, toute projection. Alors, ce que je vais dire, je suis enquiquiné parce qu'il y a plein de gens qui ont fait des psychanalyses que ça a infiniment aidé. Mhm. Et en même temps, la myostésie se met complètement ailleurs de la psychanalyse. Donc, c'est pas du tout une critique, c'est plutôt deux postures différentes que j'explicite pour proposer un petit peu quelle est la place de chacune. Freud disait, paraît-il, qu'il n'y a pas de différence entre un psychanalyste et un exorciste. Un exorciste, son image, c'est il y a un démon chez soi, bien que j'enlève le démon. Et donc, Freud était dans une posture où le psychanalyste tente d'enlever le démon. Alors, ça a énormément évolué depuis un siècle, et il y a énormément de psychanalystes qui ne sont plus dans cette posture. Et notre enjeu à nous, en non-savoir, c'est que par exemple, les psychanalystes peuvent avoir beaucoup d'images sur le complexe d'Oedipe, sur les pulsions, sur beaucoup de choses où, j'ai envie de dire les mauvais psychanalystes, parce qu'il y en a plein qui sont excellents, qui ont sauvé des gens, mais en tout cas, ce qui est passé dans l'air du temps de la psychanalyse, c'est bien que je te plaque une interprétation. Mhm. Si tu vis ça, c'est parce que. Et nous, il y a deux sens au sens interprétation. Il y a j'interprète dans le sens que je viens de dire, bien que je t'impose de rentrer dans mon moule, et il y a l'interprétariat. Et l'interprétariat, c'est je change de niveau de langue, tu me dis quelque chose, et dans ce que tu me dis, j'entends qu'il y a des êtres.
et je te propose un interprétariat de ce que tu viens de dire en te présentant les êtres qui appellent à travers ce que tu viens de me dire. Et donc, c'est très essentiel, ce non-savoir, parce que mon seul savoir est archétypal sur, par exemple, ce que je viens de dire, je suis en détection des êtres. Je sais que ce qui permettra que ça aille mieux, c'est des retrouvailles, et j'accompagne celui qui est en train d'appeler, chaque personne accompagnée. Ça, c'est un savoir archétypal. Le reste, tout ce que me dit la personne, là où c'est important pour elle d'aller, tous les êtres qu'elle me présente, je n'en sais rien. Et je vais avec ce qu'elle me présente. Et c'est ça qui fait l'efficacité, la beauté, à quel point la majestésie est touchante, c'est qu'on va rencontrer, et le praticien lui-même participe de ce voyage. Le praticien n'est pas. Quelquefois, il y a des soignants, plutôt en hôpital, où on leur dit il faut à la fois être en empathie, c'est-à-dire être proche de la personne, et il faut avoir une justice thérapeutique. Je fais comment? C'est des doubles injonctions qui rendent fou. Oui, c'est Alors que si, schizophrénique hein, comme ouais, comportement. schizophrène. Alors que si on est en maïesthésie, c'est complètement tranquille, parce qu'il faut effectivement être en empathie, mais avec l'être, et être dans une justice thérapeutique pour ne pas se laisser affecter par l'horreur des faits. Dès qu'on distingue l'être et les faits, tout ce genre d'injonctions qui normalement sont impossibles deviennent pleines de sens parce que enfin réalisables. Et donc l'accompagnant est lui aussi profondément touché par la rencontre des êtres et surtout pas affecté. On distingue être touché par l'être et affecté par les faits, pas ce qui est raconté. Il arrive qu'il y ait des séances où je ne sache rien de ce qui s'est passé. C'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est il y a des êtres qui ont vécu des émotions et à travers les émotions, on va accéder à ces êtres et on voyage avec tous ces êtres. La personne, elle, sait ce qui se passe, mais elle n'a pas besoin. Donc c'est Hum. vraiment un paradigme complètement différent. Ah, j'adore cette phrase. Arrêtez de se raconter pour enfin se rencontrer. Et c'est Ça, celle que j'allais citer parce que je trouve qu'elle résume parfaitement la maïeusthésie, c'est ça, arrêter de se raconter pour enfin se rencontrer. Ouais, ouais, c'est très court, c'est très clair, ouais. c'est très évident. Euh, alors bon, évidemment, on se rend compte de la portée de cette méthode, de cette approche, on se rend compte de tous les atouts qu'elle peut Mhm. apporter, évidemment. Ouais. Donc, vous, Jean-Christophe, vous proposez des séances individuelles Mhm. d'accompagnement, hein. Donc, Mhm. de ce fait, comme il n'y a pas de toucher, on peut faire des séances en visio. Tout à fait. Ça, c'est l'avantage, hein, c'est que vous pouvez faire des séances dans toute la France Mhm. et par ailleurs si vous parlez une autre langue. Oui. Mais vous proposez aussi des formations pour devenir praticien en maïeusthésie, c'est ça, hein? Tout à fait, oui. Alors Donc, là, oui. Est-ce qu'il faut oui, avoir un cursus avant? oui, qui va Oui. jusqu'à une certification. Alors la formation, pardon, c'est construite petit à petit, parce que Thierry, ce qu'il proposait, touchait tellement les gens qu'ils ont commencé à lui dire, mais ce serait bien une formation. Donc il a fait un niveau 1 qui récapitule. Alors le niveau 1, il y a, en gros, il y a 2 jours de théorie. Et c'est très étonnant, parce qu'en 2 jours de théorie, on en sait suffisamment. Après, il a écrit 6 bouquins, il y a plus de 2000 pages de blog sur son site, on a de quoi approfondir largement. Hmm. Mais on en sait suffisamment pour accompagner de façon pertinente. Et c'est ça qui est très touchant. Et il me semble que la raison du fait que ça puisse être si court, c'est qu'on est en psychologie de la pertinence. Donc on n'a jamais à lutter contre quoi que ce soit. Tout ce qui se passe dans la vie de la personne comme dans l'entretien est pertinent. Et donc, on accompagne au lieu d'avoir à lutter contre. En anesthésie, on aime bien dire que quand il y a une résistance, soit c'est le patient qui nous indique que ben non, la voie proposée n'est pas juste, il faut aller regarder ailleurs, soit c'est l'incompétence du praticien. Zut alors. Ah oui. Et donc, on est dans cette vision-là. Euh, euh, je me suis échappé de mon nez. Oui, et donc le fait qu'il y ait seulement 2 jours, et en plus, ce n'est pas qu'une théorie. C'est une théorie qui parle au cœur et il y a régulièrement 2, 3 personnes qui sont touchées. Et je donne dans ce cas-là des séances par opportunité devant tout le monde qui sont évidemment très enseignantes. Après, il y a des mises en œuvre de tout ce qu'on a compris dans les 2 jours et qu'on n'a pas intégré. Donc, il y en a qui sont très drôles. Et puis après, on commence à pratiquer un petit peu la communication, parfois un peu de thérapie. Donc, le niveau 1 se voulait un peu complet. Puis les gens ont dit oui, oui, c'est vachement sympa, mais on a besoin de s'entraîner. Donc, niveau 2, patient, observateur et accompagnant avec des briefs et le formateur qui passe d'un bout à l'autre. Le niveau 3, c'est la dentelle, parce qu'à la fin du niveau 2, on se rend compte, ouh là là, oui, j'ai réussi, mais ouh là là, qu'est-ce qui me manque comme finesse, comme qualité, comme posture. On se rend compte qu'on sait faire, mais que. Donc le niveau 3, c'est la dentelle pour entrer dans la posture. Et les niveaux 1, 2, 3, d'une certaine façon, se suffisent.
pour mettre en place la communication à l'intérieur de soi et avec les autres. Parce que finalement, l'acte thérapeutique en myosthésie revient seulement à restaurer un état communicant entre tous les êtres de soi. C'est que ça. Dès Mm. qu'il y a un état communicant qui se restaure, qui se restaure, qui se restaure, tous les êtres dont on a dû se couper, la psyché retrouve de plus en plus sa plénitude et fonctionne de plus en plus naturellement mieux. Et donc, les 3 premiers niveaux mettent vraiment en place un état communicant qui fonctionne pour soi et pour certains qui commencent à accompagner des amis. Et pour ceux qui sont déjà thérapeutes, qui commencent à la mettre en place Ouais. dans leur forme d'accompagnement. Les niveaux 4 et 5 sont plus professionnalisants jusqu'à la certification. Alors, ah oui, j'ai oublié de dire, chaque niveau dure une semaine. Et on peut s'arrêter quand on veut et on peut le faire au rythme qu'on veut. Alors, c'est recommandé de prendre un an et demi si on veut aller vite. Mais si on veut aller très vite, on peut tout rassembler en moins d'un an. D'accord. Et c'est pas mal de prendre 2 ans parce que malgré tout, il y a toujours plein de choses à intégrer Mm. pour soi avant d'être capable de le proposer à des personnes qui le souhaitent. Aux autres, bien sûr. Et vos prochaines formations sont quand? Est-ce que vous Alors avez des là, dates? on est en septembre, puisque c'est septembre 2023, puisque c'est une vidéo qui a vocation à durer. Donc c'est fin octobre. Il y en a d'autres en janvier ou février, je ne sais plus. C'est sur mon site, jean-christophe-benas.com-du6. Euh, voilà. Et, ouais, voilà. Et après, chaque personne, évidemment, bienvenue à me contacter, parce que quand même, une formation, c'est pas rien pour en parler Bien un sûr, peu. bien sûr. Et, Mais il y a énormément d'informations sur la myosthésie sur votre site internet. Donc évidemment, je remettrai le lien de votre site internet sous la vidéo. merci. Les gens sont invités à vous contacter. Vous avez votre numéro de téléphone. Donc pour ceux qui sont intéressés pour un soin individuel ou pour une formation, on peut vous Mhm. contacter facilement. Voilà, Jean-Christophe est très disponible, toujours très accueillant et dans la bienveillance. Merci beaucoup. D'accord. C'est vrai. Merci. Ok. Jean-Christophe, je vous remercie infiniment pour votre intervention et pour votre explication sur la myosthésie, qui est une méthode que je trouve absolument passionnante et différente et singulière, mais très cohérente. Voilà. Mhm. Euh, Est-ce que vous pensez avoir quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on a tout dit? Eh ben, j'ai rien prévu de ça, mais ce qui me semble le plus essentiel, c'est que c'est une connexion, oui, c'est une connexion plus vaste que soi. C'est-à-dire que ce n'est pas une thérapie du moi. On va chercher à améliorer le moi. En myostésie, c'est une stratégie psychosociale, hein, c'est-à-dire on fonctionne au mieux en société. Et c'est une thérapie du soi. C'est pas du développement personnel. Personnel, c'est un de personnare. Donc, le son qui passe à travers le masque, la personne, c'est un masque social. C'est une thérapie du soi plus profonde pour révéler tous ces êtres de soi. Et donc, c'est une connexion qui nous aide à être de plus en plus au cœur de soi. Et au cœur de soi, il y a cette réjouissance. Et juste, j'ai juste une dernière question. Vous êtes arrivé comment à la myosthésie? Ah oui, alors je suis arrivé parce que j'étais quand même bien mal dans ma peau, j'avais de quoi faire. J'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai fait des cris primales quand j'avais autour de 30 ans. J'ai fait aussi une psychanalyse, euh, voilà, qui m'a sûrement apporté. Et j'ai été moine hindou aussi pendant 3 ans en Inde quand j'avais 40 ans. J'ai fait beaucoup de CNV et beaucoup de constellations familiales. J'en Mhm. ai proposé pendant presque 20 ans. Et j'avais écrit un bouquin aussi quand j'ai rencontré la myosthésie, les constellations familiales en mode myosthésique. Et autant je garde infiniment de respect pour les constellations familiales, autant la posture de myosthésie a tout emporté. Donc là, je continue à donner quelques fois des week-ends, mais rares. En constellation familiale, la myosthésie a tout emporté. Je trouve que c'est une posture, c'est une approche qui s'adapte à tout. Je fais des constellations familiales, je peux les proposer en mode myosthésique ou psychopatho. Je peux faire de l'hypnose, je peux faire de l'EFT, je peux faire énormément de méthodes, mais dans quelle posture? Et la myosthésie propose de travailler, de se positionner différemment, justement, en posture de pertinence, plutôt qu'en posture de je vais enlever le symptôme. Mhm. Et vous, Voilà. ça a vraiment changé quelque chose à votre vie, je veux dire, À ma vie perso, clairement, perso? et à Ouais. ma vie pro, complètement. Mhm. Mhm. Ok. Tout simplement. Ouais. Ouais, donc vous l'avez testé, approuvé, et vous vous êtes dit, allez, c'est ma clé, Allez, c'est ma bonne méthode Élise. maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, super. Merci infiniment, Jean-Christophe, pour ce partage. C'était Ouais. très intéressant. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une autre interview. Et moi aussi, Céline,
un grand merci infiniment pour la qualité de vos interventions, de vos questions. Ça change tout d'interagir plutôt que de tenter de faire une présentation tout seul. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir à Ouais, tous. merci. Au revoir.